Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde, en direct bien sûr, mais également en direct sur les sites de nos coproducteurs partenaires, Ouest France avec ouestfrance.fr, Nice Matin avec nicematin.com et franceantilles.fr avec un léger décalage horaire dû au fuseau horaire. Aujourd'hui, mon invité ce matin, c'est Elisabeth Moreno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes ministre déléguée auprès du Premier ministre avec des compétences ministérielles bien pourvues puisque vous êtes chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et également de l'égalité des chances. Merci d'être avec nous dans Face au territoire. Vous allez être interrogé dans un instant par nos partenaires et éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Une question tout de suite, Elisabeth Moreno, qui est dans l'actualité. J'écoutais Bruno Le Maire hier soir. Est-ce que pour vous, la nouvelle fracture sociale, ça n'est pas au fond ce prix payé à la pompe par un certain nombre de Français? Je vous rappelle, c'est entre 60 € et 90 € en fonction du véhicule qu'on a. Est-ce que cette hausse des carburants, au fond, n'est pas une énorme inégalité entre ceux qui peuvent se payer ces plats-là et ceux qui ne peuvent plus? Mais c'est justement la raison pour laquelle Bruno Le Maire a commencé à proposer des solutions. Parce qu'évidemment, lorsque vous habitez par exemple dans une zone rurale, que vous avez des soucis de transport, de mobilité et que le prix du gasoil à la pompe est aussi élevé, et je tiens quand même à rappeler que ça n'est pas que l'État qui est responsable de cela. D'ailleurs, ça n'est pas l'État qui est responsable de cela. Évidemment que nous devons œuvrer et trouver des solutions pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Et nous avons déjà commencé à le faire et je pense que les solutions qui vont être proposées vont aider ces personnes qui sont justement les plus éloignées et les plus en situation de difficulté ou les plus vulnérables. Quand vous faites des déplacements ministériels un peu partout en France, on vous en parle de ce problème. Est-ce que le gouvernement, au fond, l'a vu arriver, l'a anticipé? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a bien entendu tous en mémoire les Gilets jaunes, cette problématique qui est venue d'ailleurs au fond aussi de la presse quotidienne régionale, qui avait remonté ces préoccupations dans les courriers des lecteurs, des gens qui n'arrivaient plus au fond à boucler leur fin de mois. Est-ce que c'est des choses que vous avez un petit peu anticipées, que vous avez vu arriver ou pas du tout? Je crois qu'aucun pays au monde, parce que tous les pays souffrent aujourd'hui de cette flambée du prix du pétrole qui n'était absolument pas prévue. Je ne pense pas qu'on puisse le comparer à la crise des Gilets jaunes, parce que la crise des Gilets jaunes, c'était un sujet franco-français. Quand vous regardez le prix de l'énergie aujourd'hui, c'est un problème mondial. Et mais les Français peuvent le comprendre, ça. Est-ce que vous pensez que la pédagogie a été faite dans ce sens? Moi, j'ai beaucoup de confiance dans l'intelligence des Français. Et on ne devrait pas sous-estimer leur capacité à comprendre ces sujets-là quand on prend le temps de bien l'expliquer. Et c'est ce à quoi nous œuvrons depuis plusieurs semaines maintenant. Mais il ne s'agit pas d'expliquer seulement. Il faut aussi proposer des solutions. Jean Castex, notre Premier ministre, a commencé à le faire. Nous avons énormément discuté avec les parlementaires pour trouver des solutions complémentaires. Bruno Le Maire en a proposé hier et je pense que nous allons continuer là-dessus parce que s'il y a une chose que nous ne pouvons pas accepter, c'est que certains Français restent sur le bord de la route, c'est le cas de le dire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture. Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe éminemment. C'est Elisabeth Moreno, ministre déléguée pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la diversité et l'égalité des chances, qui est notre invité politique ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, notre partenaire, est sur ce plateau pour vous interroger, Elisabeth Moreno. Merci. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien en langue française du monde, oui. Et vous êtes le rédacteur en chef donc, de Ouest France. Bonjour madame. Quand on regarde la carte des territoires français, sans oublier évidemment les plus éloignés de Paris, je pense aux territoires ultramarins, on nous regarde beaucoup là-bas, je pense aux îles également, on voit aussi une carte qui montre beaucoup d'inégalités en matière de mobilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en matière de santé, d'accès à la santé, en matière de numérique. Voilà. Alors, pour réduire ces inégalités, est-ce que ce ne serait pas finalement des régions renforcées qui seraient les plus efficaces? Est-ce que le centralisme français peut saisir la subtilité des territoires? Vous savez, moi, je suis née sur une île. Donc, je sais que la France ne serait pas la France sans ses territoires ultramarins. Et je me déplace énormément dans les zones rurales. Et je vois bien que ces personnes qui se plaignent de ne pas avoir accès à certains services de santé, de ne pas avoir accès... nous avons aujourd'hui un sujet éminemment important qui est les violences faites aux femmes, dont nous nous étions jamais emparés avec autant de volonté que nous le faisons aujourd'hui. Et nous allons en parler. Le fait d'avoir la possibilité pour
les personnes qui sont victimes de violences, de déposer plainte dans les hôpitaux et ce genre de choses, c'est éminemment important. Nous savons qu'il y a certains endroits en France où il n'y a pas de possibilité d'accéder à tous les services de l'État de la bonne manière. C'est pour ça que nous avons mis en place des maisons France Service, par exemple. C'est pour ça que Olivier Véran est en train de travailler à déployer davantage de services de santé, des médecins. Je suis d'accord avec vous, il y a des territoires aujourd'hui qui sont moins pourvus en termes d'accompagnement et d'aide que d'autres. Et je peux vous dire que Jean Castex, il n'y a pas une seule semaine au Conseil des ministres où il ne demande pas à chaque ministre que toutes les politiques publiques que nous menions se déploient sur l'ensemble du territoire. Et des régions plus puissantes, est-ce que ce ne serait pas encore plus efficace? Moi, je trouve que les régions sont déjà puissantes. Vous savez, quand je prends je sais que nous allons en parler, mais quand je prends les questions de violences faites aux femmes, quand je vois que nous avons ouvert quasiment autant de places d'hébergement, de centres de prise en charge des auteurs de violences sur les territoires ultramarins, dans les zones rurales, que dans les grandes villes, je me dis que nous faisons ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que nous travaillions davantage avec les régions, que nous soyons davantage coordonnés pour être plus efficaces sur le terrain? Ça, très certainement. Question autour du numérique, c'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes une spécialiste du sujet. Est-ce qu'il est acceptable qu'il y ait encore aujourd'hui en France autant de zones blanches? Non, ça n'est pas acceptable. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le numérique, vous l'avez dit, j'ai commencé il y a 20 ans à travailler dans le numérique. Au début du numérique, j'étais convaincue que c'était un sujet qui pouvait limiter les inégalités, qui pouvait permettre à des personnes éloignées de tout de pouvoir faire des choses auxquelles elles n'avaient pas accès. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas s'acheter un ordinateur. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne savaient même pas comment utiliser un ordinateur. Je pense vraiment que l'électronisme d'aujourd'hui, c'est l'illettrisme du 21e siècle, véritablement. Et c'est pour cela qu'avec Cédric O, avec Nadia Hay, nous avons lancé un programme, nous avons investi 10 millions d'euros pour pouvoir permettre aux personnes qui sont les plus éloignées de ces services numériques, les personnes qui sont les plus défavorisées, eh bien, de se former, d'avoir accès au matériel. J'étais avec Olivia Grégoire il y a quelque temps chez Emmaüs Connect, où avec SFR Alliance, nous nous rapprochons au plus près des personnes qui sont éloignées, qui ne savent pas comment utiliser un ordinateur, qui ne savent pas. Eh bien, c'est important que nous soyons avec les associations et les entreprises engagées dans cette bataille contre l'électronisme. Eh bien, justement, Elisabeth Moreno, Romain Ruspini de TV78, une des télévisions locales partenaires de cette émission, a rencontré Karine Emery. Elle est directrice générale de Mutuelle LMP et elle a une question à vous poser concernant cette fracture sociale pour les personnes âgées. On l'écoute. Madame la ministre, je souhaiterais vous parler aujourd'hui de l'électronisme, qui est donc un fléau qui s'accentue au fil des années et qui touche particulièrement les tranches de population plus âgées. Donc c'est une véritable fracture sociale qui s'opère. Il s'agit de l'incapacité pour eux à utiliser correctement les outils numériques qui sont à leur disposition. Donc en notre qualité de mutuelle santé, nous développons des accompagnements pour nos adhérents, mais je souhaiterais savoir ce que vous comptez faire pour réduire cette inégalité sociale et cette fracture sociale qui s'accentue. Oui. Madame Alors, pour cette catégorie de population, évidemment, qui est encore peut-être moins connectée. Oui, elle a raison de souligner qu'il n'y a pas une seule fracture numérique, il y a des fractures numériques. Parce que, en fait, selon votre âge, et elle parle ici des personnes âgées, selon l'endroit où vous habitez sur le territoire, selon la classe sociale dans laquelle vous êtes, il faut savoir que plus de 50% des métiers du numérique, par exemple, sont dans les grandes villes. Diversidays a fait une étude il n'y a pas longtemps. On n'a que 30% des femmes aujourd'hui qui sont dans les métiers du numérique, alors même qu'on sait qu'un job sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Et quand je dis ça, ça veut dire que le numérique aujourd'hui est dans la santé, il est dans l'éducation, il est dans tous les axes. Et comme il y a certains endroits où parfois on n'a pas... vous voyez qu'il y a une dématérialisation de plus en plus importante des services de l'État et d'autres services, les personnes âgées qui sont déjà isolées se sentent encore plus isolées. Justement, est-ce que la dématérialisation accélérée de l'administration ne favorise pas aussi le non-recours au droit? C'est-à-dire, des gens ne pouvant pas accéder à l'administration, parce que c'est compliqué, vont renoncer à leurs droits. Vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette dématérialisation, elle est importante, parce qu'il y a des personnes, on parlait notamment des personnes âgées, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, ces personnes-là, il faut leur donner les moyens de rester connectées à la vie, si je puis dire, de pouvoir accéder à tous les services de l'État à distance. Mais il faut l'accompagner. Il ne s'agit pas simplement de dématérialiser, il faut que
tout ce que nous gagnons en ressources humaines, en dématérialisant, il faut que nous puissions accompagner toutes les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes âgées, y compris les jeunes, parce que c'est pas parce que vous avez un téléphone entre vos mains que vous savez l'utiliser parfaitement. Moi, je suis en permanence confrontée au cyberharcèlement, parce que les violences sexistes et sexuelles se propagent aussi sur les réseaux. Si vous voulez, le numérique s'est déployé de manière exponentielle dans notre société, mais nous n'avons pas pris le temps d'apprendre à nos jeunes à l'utiliser, d'apprendre à nos moins jeunes à l'utiliser. Il manque de la pédagogie, c'est ce que vous dites. Je crois qu'il manque de la pédagogie, et c'est pour ça que Cédric O travaille d'arrache-pied, non seulement pour que les outils fonctionnent partout, pour qu'il n'y ait pas de zone blanche, mais qu'en plus, on sache utiliser ces matériels et en tirer le meilleur. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel le gouvernement est pleinement mobilisé aujourd'hui. Alors on va parler des jeunes aussi. Samuel Nora de Ouest France, François-Xavier Lefranc, a rencontré Jessica qui travaille dans la gestion de patrimoine. Elle cherche des stagiaires, des jeunes stagiaires, elle n'en trouve pas. On l'écoute. Je travaille dans la gestion de patrimoine et je m'aperçois qu'il est toujours difficile de trouver des stagiaires de tous origines. En effet, j'ai l'impression que les stagiaires issus de milieux plus favorisés ont plus de confiance, plus de réseau, plus les codes justement pour trouver un stage dans une entreprise. Et cela manque peut-être justement comme talent et comme compétence pour les jeunes stagiaires issus de milieux défavorisés. Est-ce que là, vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Donc, beaucoup de jeunes stagiaires issus de milieux défavorisés ne trouvent pas de stage quand on ne connaît pas, on ne sait pas à qui s'adresser. Ça, c'est une véritable inégalité. Et je vous pose la question sans ignorer votre parcours personnel qui force le respect. Mais comment on peut faire pour que ces jeunes-là, comme le demande cette dame, puissent... C'est vraiment concret la question de Jessica. J'en trouve pas, quoi. Je n'en trouve pas. Je veux vraiment remercier Jessica pour cette question parce que vous l'avez dit, Monsieur Lefranc. Moi, j'ai grandi dans des quartiers très défavorisés. Et le problème de ces stages, c'est que les jeunes sont en permanence dans l'autocensure ou alors ils ne savent même pas à quelle porte frapper. C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce qui fait que les jeunes issus des quartiers défavorisés ne réussissent pas ? C'est pas parce qu'ils manquent de volonté, c'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'envie, c'est parce qu'ils ne savent pas à quelle porte frapper, 2, ils sont dans l'autocensure parce qu'ils sont convaincus que ça n'est pas pour eux, et 3, les entreprises ne leur tendent pas les bras comme elles devraient le faire. Moi, j'ai été dirigeante d'entreprise pendant de nombreuses années. Les stages, très souvent, se partageaient entre les collaborateurs de l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné ? J'ai dit, on va mettre un pourcentage de ces stages à destination de ces jeunes. Et il y a des entreprises que je salue aujourd'hui qui, justement, font un travail colossal sur le terrain pour aller chercher ces jeunes. Et je pense notamment à Engie que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je pense à France Télécom que j'ai rencontré hier. Il y a des associations comme Diversity Days, des associations comme les Déterminés qui aident ces jeunes. Et il y a une plateforme au sein de l'État qui permet aux jeunes d'aller trouver les stages disponibles. Mais s'il y a des jeunes déjà, ces jeunes que j'étais, quand j'étais jeune, eh bien, je veux leur dire que la première chose à faire, c'est de pousser les portes, d'aller chercher les informations. Il y a aussi des jeunes et des moins jeunes qui ne trouvent pas de place du fait de leur identité, de leur nom et de leur prénom. C'est inacceptable. Le CV anonyme, c'est la solution. Vous avez raison de souligner, Monsieur Lefranc, que la discrimination à l'emploi est la première discrimination dans notre pays. Il y a 25 critères de discrimination prohibés dans la loi française et la discrimination à l'emploi est celle qui arrive toujours en tête. C'est le syndrome Mohamed ? C'est le syndrome Mohamed. C'est le syndrome du 9-3. Et oui, le CV anonyme peut être une solution. Moi, j'ai été chef d'entreprise et je sais que ça peut faire peur aux chefs d'entreprise de se dire, mon Dieu, je vais recruter quelqu'un que je n'ai pas vu, que je n'ai pas rencontré. Mais si vous recrutez une personne sur ses compétences, sur ses talents, et je rappelle que les compétences, le talent et le savoir-faire n'ont ni couleur de peau, ni origine sociale, ni genre, ni identité sexuelle, eh bien, si vous donnez la chance à une personne de vous prouver ses compétences et ses capacités, vous n'aurez pas de problème de recrutement. Cet après-midi, pardonnez-moi, je termine là-dessus, cet après-midi, je reçois au ministère les agences intérim qui ont été épinglées par SOS Racisme dans un testing qui a été fait récemment dans le secteur du bâtiment. Certaines entreprises demandent à ne recruter que des personnes européennes. Comment peut-on, dans un secteur aussi en tension que le bâtiment, discriminer, je rappelle quand même que c'est prohibé par la loi, que c'est puni par la loi, comment est-ce qu'on peut encore faire ce genre de choses ? Je pense qu'il faut être intransigeant sur la loi, qu'il faut sanctionner lorsque ce genre de choses arrive, et je vais voir avec ces agences intérim quelles mesures elles vont mettre en place pour arrêter de discriminer.
François-Xavier. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi la question du congé paternité, 28 jours. On a l'impression que certains n'osent pas encore prendre leur congé paternité. Rapidement, mais comment on peut faire pour accélérer ça? Je pense que les jeunes générations ne se posent pas de questions. J'ai rencontré une jeune femme de 35 ans hier qui vient d'avoir son enfant et qui me dit « Vous ne pouvez pas imaginer combien ça a changé ma vie, le fait que mon conjoint soit avec moi pendant 14 jours. » C'est essentiel. C'est quelque chose qui vient de commencer. Beaucoup de gouvernements avaient parlé du doublement de ce congé paternité. Je suis extrêmement heureuse que nous l'ayons mis en place parce que c'est bien non seulement pour l'enfant, c'est bien pour la maman, mais c'est bien aussi pour le papa. Donc vous savez, il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en route, mais la marche est lancée en tout cas. C'est Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes, les hommes, la diversité, l'égalité des chances, qui est notre invité politique ce matin. On a une tradition dans cette émission, un collaborateur de Ouest France, dessinateur, un peu éditorialiste du coup. Chonu a une question sous forme de dessin à vous poser. Il s'agit de Miss France. Regardez. Madame la ministre, le thème de ma question va vous paraître futile, quoique. Le 11 décembre aura lieu au pays où coule le lait, la crème, le cidre, l'élection de Miss France à Caen, en Normandie. L'association Oser le féminisme met en cause les critères de recrutement à l'élection de Miss France. Alors la question que je vous pose, et s'il vous plaît ne me faites pas une réponse de Normand, est la suivante. Oui, Miss France véhicule une image positive de la femme moderne. Non, Miss France est juste un moyen pour les marchands du temple de faire leur beurre sur le dos de la femme. On vous enverra le dessin, c'est la tradition. Je trouve que le dessin est magnifique. Moi, je pense que Miss France fait partie de nos traductions, de nos traditions, de notre culture. Et ce qui m'interroge, ce sont les règles que je trouve complètement has-been. Vous pouvez peser sur ces règles. Si la ministre appelle, on va l'écouter. Alors, je lance un appel à Miss France. Pourquoi est-ce qu'une Miss France ne peut pas faire d'ironie ? Pourquoi une Miss France ne peut pas faire d'ironie ? Pourquoi est-ce qu'une Miss France, une candidate à Miss France qui pose les seins nus pour lutter contre le cancer du sein est exclue ? Pourquoi est-ce qu'une Miss France ne pourrait pas être une maman ? Je trouve que les règles sont complètement has-been et il est grand temps qu'elles changent. Eh bien, le message va passer auprès du comité Miss France. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc, pour terminer avec vous. Oui, la question des voitures d'occasion et un éditorial sur la question polonaise au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas une petite question. Merci François-Xavier Lefranc. Dans un instant, Patrice Maggio de Nice Matin est avec nous. Bonjour Patrice Maggio, vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin, donc Var Matin également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Dans un instant, vous avez la parole, mais on va écouter Cyril Boutier, qui est dans le même groupe que vous, directeur des rédactions de France Antique, qui a une question à poser à Elisabeth Moreno. On l'écoute. Bonjour Madame la Ministre. Il y a quelques mois, dans les colonnes de nos journaux, France Antilles et France Guyane, vous évoquiez les 46 mesures du Grenelle des violences conjugales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire un premier bilan des mesures mises en place pour nos territoires, des territoires où la question des violences conjugales revient très fréquemment ? Et Madame la Ministre, je précise ce chiffre qui m'a été donné par Cécile Fournier, la chef d'édition de cette émission, 25%, plus 25% de violences conjugales en Martinique en 2017, par exemple. Déjà. Oui, il faut savoir que sur les territoires ultramarins, les violences sont aussi présentes que sur l'ensemble du territoire. La différence sur les territoires ultramarins, c'est qu'il y a une forme de promiscuité, tout le monde se connaît. La honte et l'emprise et la peur sont encore plus importantes qu'ailleurs. La mobilité est beaucoup plus difficile et c'est pour ça que nous avons mis énormément d'efforts sur les différents dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Pour vous donner une idée, on a ouvert 10%, parce qu'on a augmenté de 60% le nombre de places d'hébergement pour accueillir les victimes de violences. Et sur les territoires ultramarins, j'ai fait attention à ce qu'on en ouvre 10%. On a ouvert des centres de
prise en charge des auteurs de violences conjugales, parce que si on ne lutte pas contre la récidive, eh bien ces violences continueront de se perpétrer. Eh bien nous avons 5 centres de prise en charge des auteurs de violences sur les territoires ultramarins. On a aussi décidé d'avoir des référents au sein des commissariats et des gendarmeries sur tout le territoire français, dans l'Hexagone et sur les territoires ultramarins. Et on en a, si je me souviens bien, 14 qui ont été recrutés nouvellement. Donc je veux vraiment répondre à votre question en vous disant que aucune des mesures que je prends au sein de mon ministère n'oublie les territoires ultramarins, parce que je sais combien ce fléau est important là-bas. Et ils font partie de Face au territoire, bien sûr. Patrice Maggio, directeur adjoint de la rédaction de Nice Matin. Madame la ministre, bonjour. L'égalité homme-femme, c'est effectivement la grande cause du quinquennat, lancé il y a presque 4 ans, avec de grandes ambitions, avec un dispositif détaillé. C'est vrai qu'en 2016, les chiffres étaient terribles, avec 123 femmes tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires. Mais l'an dernier, c'était encore 102, un chiffre encore épouvantable. Et pendant le deuxième confinement, les violences conjugales, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 60%. C'est presque l'heure du bilan. Vous le trouvez comment, ce bilan ? Moi, je trouve que... Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça, Monsieur Maggio. La première chose que je voudrais dire, c'est que pendant très longtemps, les violences conjugales ont été ensevelies soit sous de l'indifférence, soit sous de la honte, soit sous de la peur, etc., etc. C'était culturel. C'est culturel. C'est vraiment culturel. Parce que, vous voyez, il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui qui puisse réellement dire que les femmes sont traitées comme les hommes. Les violences intrafamiliales sont là, les violences conjugales sont là, les viols sont là, les violences économiques sont présentes. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, les femmes sont souvent considérées comme des citoyennes de seconde zone. Je peux vous dire que évidemment, les associations féministes avaient énormément travaillé sur ces questions, mais c'est depuis 2017 que le président de la République a décidé de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat, que nous avons accéléré le processus pour protéger les femmes victimes de violences. Et c'est un vrai fléau culturel dans notre pays. Qu'est-ce qui a marché ? Plusieurs choses. Grenelle des violences conjugales lancé par Marlène Schiappa et le Premier ministre de l'époque. 46 mesures qui sont prises. Parmi ces 46 mesures, les bracelets anti-rapprochement qui n'existaient pas. Depuis le mois de décembre 2020, ils sont présents. Donc la technologie au service... La technologie au service d'une bonne loi. Exactement, pour protéger les victimes. Les téléphones grave danger. Vous êtes une femme victime de violences conjugales. Vous avez déposé plainte. Les policiers ou les gendarmes vous remettent un téléphone. Le juge le décide. Vous remettent un téléphone que vous appelez et qui sont connectés directement aux forces de l'ordre. Pas d'abus possible, Elisabeth Moreno. Pas d'abus possible, c'est-à-dire C'est-à-dire trop d'appels, trop de... Vous savez, comment juguler ça ? Comment trouver la bonne mesure ? C'est mal connaître les victimes de violences conjugales que de dire qu'il peut y avoir des abus. Aucune femme ne va appeler les policiers ou les gendarmes pour leur dire « je suis victime de violence » si elles ne sont pas victimes de violence. Il est grand temps qu'on ne mette plus en doute les paroles des femmes qui sont victimes de violence. Vous trouvez que c'était un problème jusqu'à présent ? Et c'est encore présent. Il y a les policiers et les gendarmes, la plupart des policiers et des gendarmes font un travail remarquable. Ce sont des remparts extrêmement importants. Bien formés. Ce sont les premiers remparts face à ces violences. Aujourd'hui, nous avons 90 000 policiers et gendarmes qui ont été formés à la prise en considération des plaintes. Est-ce qu'il faut continuer d'aller plus loin ? Oui, il faut continuer de faire. Vous avez entendu parler de ce hashtag double peine qui dit que certains policiers ou gendarmes ne prennent pas suffisamment en considération la plainte des victimes. J'ai rencontré les avocates, absolument, j'ai rencontré les avocates qui ont lancé cette tribune et je comprends la problématique et nous continuons de travailler. Mais il ne faut quand même pas oublier que les policiers et les gendarmes sont les premiers remparts de ces violences. Et puis, pour terminer là-dessus, on a augmenté de 60% le nombre de places d'hébergement. On a amélioré la coordination sur le terrain parce que vous pouvez mettre toutes les actions au niveau national. Si sur le terrain, les personnes ne travaillent pas davantage ensemble et de manière plus efficace, on aura encore des situations comme Mérignac ou Hayange. Donc, je crois qu'il est vraiment important de reconnaître, ne serait-ce que pour les victimes, de reconnaître que les actions qui ont été mises en place aujourd'hui fonctionnent, mais on part de tellement loin que ça met trop de temps. Chaque féminicide reste un féminicide et c'est toute la société qui doit se saisir de ces questions, les associations, l'État, les collectivités locales et territoriales, les maires par exemple, puisqu'on parle des territoires, mais aussi les associations et les entreprises. On reste sur les violences faites aux femmes et dans ce cas-là,
malgré tous les dispositifs qui ont été évoqués et lancés, on voit bien quand même que les chiffres restent terribles. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont dans les tuyaux pour tendre vers le chiffre 0, qui ne peut être que le seul objectif possible? Alors déjà, vous avez dit tout à l'heure que pour la première fois l'année dernière, le chiffre est baissé à 102. Même si un féminicide reste un féminicide de trop, mais depuis qu'on compte le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint, eh bien, nous sommes arrivés à 102. Il faut continuer de travailler. Gérald Darmanin, quand il dit qu'il va faire en sorte que les plaintes des victimes soient traitées en priorité, c'est une mesure supplémentaire. Quand Éric Dupond-Moretti décide d'utiliser là aussi les technologies pour faire en sorte que les auteurs se mettent à la place de leurs victimes et qu'ils comprennent la souffrance des enfants qui, jusque-là, n'avaient pas suffisamment été pris en considération. Et là aussi, Adrien Taquet fait un travail colossal pour protéger les enfants victimes de violences au sein de leur famille, qui eux aussi d'ailleurs peuvent devenir des agresseurs tellement ils sont traumatisés par tous ces drames. Eh bien moi je pense que le travail est en route, que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'il ne faut pas se relâcher parce qu'il reste encore énormément de choses à faire. Alors Denis Caro, qui est le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, une question à vous poser. On va passer au thème de la méritocratie. Bonjour Elisabeth Moreno, vous étiez à Nice vendredi aux entretiens de Nice organisés par le groupe Nice Matin. Vous avez évoqué l'exaspération et la résignation d'un certain nombre de Français. Il faut dire que beaucoup sont encore touchés par ce qu'on pourrait appeler les inégalités de naissance. D'après une enquête de l'OCDE, il faut 6 générations à un enfant d'ouvrier pour parvenir au statut de cadre moyen. Elisabeth Moreno, que pourrait-on mettre en œuvre pour favoriser un modèle qui fasse la part belle au mérite ? 6 générations, 180 ans, c'est le temps qu'il faut pour que les descendants d'une famille pauvre accèdent aux revenus moyens. 180 ans. Je vous laisse imaginer, vous savez, un pays qui n'a pas d'espoir est un pays qui se meurt. Un pays dans lequel sa jeunesse peut penser qu'elle n'a aucune chance, quoi qu'elle fasse, de réussir sa vie et de faire mieux que ses parents, est un pays qui ne va pas bien. La France est l'un des pays qui redistribue le plus et en même temps, on se retrouve dans ces situations où un enfant d'ouvrier se dit, parce que 180 ans jusqu'à nouvel ordre, il ne vivra pas jusqu'à 180 ans, un enfant qui se dit, quoi que je fasse, quels que soient les efforts, quelles que soient les études que je fasse, jamais je n'arriverai à faire mieux que mes parents, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que Jean-Michel Blanquer a fait énormément dans le cadre de l'éducation pour améliorer cette situation. Quand il dédouble les classes de CP et de CE1, c'est pour permettre à des enfants en situation défavorisée, dont les parents n'ont pas forcément les moyens de les accompagner pour pouvoir aller loin dans leurs études, de pouvoir le faire. Les cités éducatives ou encore les repas à 1 €, tout ça, c'est des solutions qui vont permettre à ces enfants d'étudier dans de meilleures conditions pour pouvoir réussir, parce que tout commence avec les études. Les solutions, on reviendra tout à l'heure sur votre parcours qui est quand même un peu exceptionnel. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur le budget dont vous disposez, puisque vous êtes ministre délégué auprès du Premier ministre. Alors vous avez des portefeuilles très importants, l'égalité entre les femmes et les hommes, on en a parlé, la diversité, l'égalité des chances, c'est vaste, c'est clairement au cœur des préoccupations des Français, mais quand on regarde le projet de budget 2022, c'est 50 millions d'euros. Certes, c'est 9 millions de plus que l'année précédente, quasiment le double depuis 2017, mais à l'échelle des comptes, de l'État, c'est pas lourd, surtout que cet argent sert à financer des dispositifs qui relèvent parfois d'autres ministères. Ma question, c'est est-ce que la lutte pour l'égalité, ce n'est pas aussi une question d'argent ? Monsieur Maggio, j'étais chef d'entreprise avant de devenir ministre, donc je sais que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le budget de mon ministère a doublé depuis 2017, doublé, dans un contexte économique sanitaire extrêmement complexe. On aura, souvent, lorsque les gens parlent de mon budget, ils ne parlent que de ce budget du P137, qui est le budget destiné à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais quand Olivier Véran investit 5 millions d'euros pour que les femmes puissent déposer plainte dans les hôpitaux, quand Jean-Michel Blanquer décide que les 20 000 professeurs et enseignants vont avoir une formation à la culture, à l'égalité. Quand Emmanuel Vargon investit 10 millions d'euros pour qu'on augmente les places d'hébergement et les services qui accompagnent les victimes de violences. Tous ces budgets-là ne sont pas
pris en compte dans mon ministère, et pourtant, Oui, mais ils est-ce que vous vont en avez dans la le cadre maîtrise de... La question de Patrick Badjo, est-ce que vous en avez la maîtrise tout de Mais moi, même je travaille... Sans administration, c'est plus compliqué. Alors, d'abord, j'ai une administration sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ensuite, sur les questions d'égalité des chances, qui sont quand même le fil rouge du quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, vous imaginez bien que ça n'est pas qu'au sein d'un ministère dont nous pouvons nous en emparer. Quand Elisabeth Borne met en place le programme Un jeune, une solution, c'est bien pour lutter contre ce déterminisme social et faire en sorte qu'aucun jeune n'ait pas un stage, n'ait pas une formation ou n'ait pas un emploi. Donc, il faut regarder ces sujets-là dans sa globalité, parce que de la même manière que tous ces sujets sont complètement transpartisans, ils sont également interministériels, et c'est tout le budget du gouvernement qu'on devrait regarder, dont on devrait regarder l'investissement. On a une minute. Hein. Ouais, et vous faites une pub formidable pour vos collègues du gouvernement. Rapidement, votre parcours, quand je disais qu'il était exceptionnel, vous êtes né donc au Cap-Vert, au large du Sénégal, dans une petite île. Voilà. Vous avez eu un parcours quasiment ascensionnel. Vous êtes passé d'un poste de dirigeante internationale au gouvernement en un week-end. Est-ce que vous avez souffert du racisme pendant toutes ces années? Voilà. Oui, j'ai souffert de la misogynie. C'est plus le cas maintenant? J'ai souffert de la misogynie, j'ai souffert du racisme, j'ai un handicap, je coche toutes les cases, je le dis souvent, je coche toutes les cases de l'impossibilité, et peut-être que mon exemple montre à toutes les femmes, à toutes les personnes en situation de handicap, à toutes les personnes à qui on dit c'est impossible, c'est pas pour toi, reste à ta place, que notre place c'est celle que nous choisissons. Ça va mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux, parce que je sais mieux me défendre. Mais je sais que le racisme, les sexismes, la misogynie existent toujours, et c'est pour ça que je suis fière de porter ces batailles. La une de Nice Matin, dont vous êtes le directeur adjoint de la rédaction. La taxe foncière, encore un budget très important pour les Français, et ça flambe depuis 10 ans. Pourquoi ça flambe? Merci Patrice Madjo, directeur adjoint de la rédaction de Nice Matin, partenaire de cette émission. Dans un instant, Sylvia Garcia, TV5 Monde, nous rejoint pour parler de questions internationales avec Elisabeth Moreno, la ministre qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci Monsieur Mathieu. Voilà, Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Sylvia. Oui, vous rentrez du FESPACO. Burkina Faso, c'est un des grands rendez-vous culturels du continent. C'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il est consacré cette année aux diasporas, auquel Emmanuel Macron fait des clins d'œil. Pour vous, c'était un boulevard, c'était pratique? Mais moi, je suis extrêmement heureuse que le président de la République ait décidé, d'ailleurs, il l'avait annoncé à Ouagadougou en 2017, qu'il voulait écrire un nouveau chapitre de l'histoire entre le continent africain et la France. On vous voit avec le président, là. Nous avons... le président burkinabé. Et le président burkinabé. Vous savez, que nous le voulions ou pas, que des esprits tristes le veuillent ou pas, il n'y a que 15 kilomètres qui séparent le continent africain de la France. De l'Europe et de la France. Nos histoires sont liées, notre culture est liée et nos destins sont liés. Et que le président de la République décide, en s'appuyant sur la jeunesse, en s'appuyant sur la société civile, tout en travaillant avec les institutions, avec les États, de construire une nouvelle histoire entre nos deux continents, entre la France et le continent africain, je trouve que c'est tout à fait bénéfique et je me réjouis de pouvoir vivre ça. Et vous le vivez, puisque vous étiez au FESPACO, vous avez représenté la France, au nouveau sommet Afrique-France, on va y revenir dans un instant aussi. Tout d'abord, on vous voyait avec le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Quoi avez-vous parlé? Est-ce que vous avez parlé notamment, ce n'est pas votre portefeuille, mais des questions de sécurité? Alors, les questions de sécurité, c'est Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, donc ils vous en parleront mieux que moi. Vous n'avez pas parlé cinéma avec lui. On a surtout parlé des jeunes. On a parlé des femmes, parce que le Burkina Faso, on l'ignore parfois, mais c'est l'un des pays qui, en Afrique, l'un des premiers pays à s'être intéressé aux violences faites aux femmes, aux violences sexistes, aux violences sexuelles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, au fait que les jeunes filles se marient très très jeunes et que donc elles n'aillent pas à l'école. Donc tous ces sujets-là, le Burkina Faso s'en est emparé très très vite. J'ai été accueillie d'ailleurs par la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la famille, etc. On a parlé évidemment de la situation sécuritaire, parce que c'était un
souffle salutaire. Il faut savoir que le FESPACO, c'est le programme audiovisuel et cinématographique le plus important d'Afrique et le plus vieux, il a plus de 50 ans. Et c'est panafricain. Votre parcours vous a emmené beaucoup en Afrique, c'est votre continent d'origine, mais professionnellement, vous y avez aussi. Est-ce que vous le sentez battre le pouls du continent? Le continent est dans une dynamique extraordinaire. Vous savez, d'ici 2050, le continent africain aura la population active la plus importante au monde. Mais vous Elle aura sentez dépassé l'Asie. Cette jeunesse, vous parliez de la jeunesse. Si vous voyez la créativité, vous savez, quand vous n'avez rien, vous êtes obligé de tout inventer, de tout innover, de tout créer. Et le festival s'exporte au niveau panafricain, mais aussi au niveau international. Le film que j'ai vu la veille, qui n'était pas en compétition, a été récompensé à Cannes, de Madame Diop, Atlantique. Donc moi, je salue cette vibrante dynamique de la jeunesse sur le continent, et je crois que l'avenir du continent repose non seulement sur sa jeunesse, mais aussi sur les femmes. Sur la jeunesse qui était conviée donc à ce sommet, nouveau sommet Afrique-France, est-ce que... Moyen, vous considérez qu'il a... Alors moi, ça passait moyennement. Les observateurs disent que... Non, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. On a dit que la prestation d'Emmanuel Macron n'était pas tout à fait... Ça s'est bien passé, mais simplement, vu d'Afrique, il y a toujours il y a ce regard où on se dit, est-ce que c'est pas un peu un jeu? Est-ce que c'est pas une mise en scène? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Christian Caboret, par exemple, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous a dit il a regretté d'y être? Comment il l'a perçu, lui, ce nouveau sommet Afrique-France? Le président Caboret, évidemment, savait que ce sommet était en cours. D'ailleurs, le maire de Ouagadougou était au sommet Afrique-France. Il sait très bien que ça n'est pas une question de est-ce que nos relations institutionnelles vont changer. Celles-ci ne peuvent pas changer. Les États parlent aux États. Mais il y a un tel French bashing sur le continent africain qui s'élève de la part de personnes, qui s'élève de injuste la part... selon vous? Mais moi, je trouve que c'est injuste pour la raison... Si vous voulez, j'entends les arguments, mais je pense que cette jeunesse avait aussi besoin de comprendre ce que sont ces relations. Cette jeunesse avait besoin d'entendre quelle est la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, de construire cette nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, nous ne pouvons pas la construire avec le continent si nous ne parlons pas à la société. Mais la forme d'adresse d'Emmanuel Macron a été moins bien perçue que précédemment. On dit, voilà, il a parlé à l'Afrique, alors que l'Afrique est plurielle, etc. Vous avez entendu ces critiques? L'Afrique, c'est 54 pays. Tout le monde sait que l'Afrique est plurielle. Mais toute l'Afrique était représentée lors de ce sommet. Vous avez déjà vu le président de la République... Pardonnez-moi, justement, les premiers de cordée. Comme vous êtes une première de cordée. En quoi ce nouveau sommet Afrique-France représente vraiment le continent et les sociétés civiles africaines dans leur entier? Il y avait à Montpellier 4000 personnes. Jeunesse française, jeunesse de la diaspora, jeunesse africaine. Il y avait tous les âges présents. Il y avait des artistes, il y avait des sportifs, il y avait des entrepreneurs. Et les 11 jeunes qui étaient sur scène et qui parlaient à Emmanuel Macron font partie d'un panel de 5000 personnes que Achille Mbembe, qui a conduit les dialogues, les discussions, de même que le CPA Wilfried Loriano de Rego, qui ont parlé à plus de 5000 personnes pendant 3 ans pour entendre cette jeunesse et comprendre pourquoi il y a cette forme de détestation qui s'élève. Qui mieux que le président de la République peut parler de ce nouveau partenariat que nous souhaitons mettre en œuvre? D'un mot, on vous a vu vous exprimer face à cet auditoire. On vous a senti ému, je me trompe? J'étais extrêmement émue. Je suis tellement fière de ma double culture. J'aime tellement l'Afrique, j'aime tellement la France, j'aime tellement l'Europe et le continent africain. Et que personne ne me demande de choisir. Je suis pleinement qui je suis et nous sommes très nombreux. Et il n'en déplaise à ces Cassandres qui ne veulent pas que cette relation entre le continent africain et la France fonctionne, eh bien je peux vous dire que cette relation va fonctionner parce que c'est une détermination que nous avons. C'est bien d'être ministre pour agir, Elisabeth Moreno. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que vous imaginiez la vie de ministre comme celle que vous avez aujourd'hui ou pas? Dans l'entreprise privée, vous aviez un regard forcément très différent. Vous savez, quand vous êtes dans l'entreprise, vous faites fonctionner une entreprise, vous proposez une offre, vous proposez des services. Jamais je n'ai eu la responsabilité de vies humaines. Si je ne mets pas les bonnes politiques publiques en place pour sauver les victimes de violences conjugales, tous les 2 jours dans notre pays, vous voit comme une femme... derrière. Tous les 2 jours dans notre pays, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Des personnes LGBT+, sont agressées, violentées, humiliées. Je n'ai jamais eu d'aussi belles responsabilités et en même temps aussi complexes, parce que lorsqu'il s'agit de dignité humaine, lorsqu'il s'agit de vie humaine, eh bien, quand vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous vous levez. Ça n'est pas discourtois de vous demander, vous ne vous sentez pas
une ministre caution d'Emmanuel Macron au moment où la campagne présidentielle va s'ouvrir, où vous y jouerez un rôle. Est-ce que vous ne sentez pas, au fond, que ce regard peut être fait sur vous? Quand j'étais dans le monde de l'entreprise et que je suis devenue PDG, on m'a dit « Qu'est-ce que ça te fait d'être la première femme noire à diriger un grand groupe international en France ?» Et là, comme Maintenant ministre... que je suis en ministre, on me dit « Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être caution ?» Pourquoi est-ce que systématiquement les femmes doivent justifier la place qu'elles prennent? Je me sens complètement à ma place. Que celui qui croit que je suis une caution le croit, ça ne me regarde pas. Vous allez avoir un rôle dans la campagne présidentielle du Bien président sûr de la que je République. défendrai le bilan du ministère qui est le mien et tout dépendra, si le président de la République est candidat et qu'il me le demande, évidemment que je défendrai son bilan. Merci. Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre avec des compétences larges, l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances, d'avoir été notre invitée politique aujourd'hui dans Face au territoire, une émission coproduite par Ouest France et le groupe Nice Matin France Antilles. Merci Sylvia Garcia. Merci la à semaine vous. prochaine, Merci. nous recevons Johanna Roland, la ministre, vous le savez, Non, la maire de de Nantes, Nantes. pardon. Je pensais à vous encore. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À la semaine prochaine. Merci.